En d'autres circonstances, j'aurais chanté pour dire bonne fête à tous les amis, à tous les frères musulmans. Mais bon, les circonstances sont plus les mêmes et je me retiens de chanter. Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, Brice, et toi? C'est vendredi. Bonsoir Sarah. Bonsoir Brice, bonsoir tout le monde. Bonsoir Élisée, bonsoir Alain. Bonsoir Brice. Alors particulièrement vous, je me tourne vers vous parce que, on va le dire clairement, vous êtes les deux seuls musulmans du plateau. Oui. Je pense que c'est Bonne une très fête bonne de chose. Ramadan. Merci, Haïdek Mabrouk. Et à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Allez, à tous les Et aux musulmans. non-musulmans d'ailleurs. Je pense qu'on Fête pour a. tout le monde. C'est après le mois de Ramadan, c'est la fête et c'est le lieu pour tous les musulmans de célébrer cela. Et on célèbre cela aussi avec nos voisins, nos frères, nos amis. C'est un moment de partage. Malheureusement, j'ai invité Élisée Boulougou, M. Alain, qui n'ont pas eu le temps de venir. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ne voulaient pas manger trop d'oignons, mais bon, c'était quand même bien. La prochaine Ils ont dû fois. rater quelque chose. Ouais, c'était très bien. Nous on était chez Abou, quand même, Abou, donc c'était bien également. Bon, Abou qui est Abou qui est notre chef du plateau. On veut rassurer Daouda, ce n'est que partie remise. Prochainement, Voilà. on sera Il y a un autre Aïdel, Kébir. c'est ça celui-là. C'est ça. Et rassurez-vous, nous verrez. Parce que l'emploi du temps était chargé quand même. Non, La liste parce était que longue. je sais que vous devez faire le tour de tous les musulmans. Exactement, Franchement, exactement. c'est assez compliqué. Il y en a beaucoup. Et des musulmans, et non des moindres, hein, Voilà. des plus illustres. À vous. Ah, je comprends tout. Bon, on serait bien parti sur le chef de l'État. C'est le genre de rendez-vous qu'on aurait bien aimé. Mais c'est pas grave, Daouda, vous savez qu'on vous aime beaucoup. Bon, allez, ceci dit, hein, on va, les amis, s'intéresser à la chose politique, si vous le voulez bien. La liste PPACI, hein, on a évoqué il y a quelques jours la liste RHDP. Eh bien, la liste PPACI est connue des personnalités qui vont représenter donc le PPACI au régional et au municipal. Alors, Élisée, je vais commencer par vous hein, avant de passer la parole à Alain Toussaint. Ok. Premier constat sur cette liste PPACI, Mais pas en grande, nombre, en genre. pas grande surprise. Déjà, on se rend compte que pratiquement tous ceux-là qui font l'actualité aujourd'hui au PPACI sont tous candidats. Je note toutefois que concernant les régionales, le PPACI n'a pu proposer que 22 noms, c'est-à-dire donc 22 candidats sur 31 régions. Donc il y a environ, disons, 9 régions qui ne sont pas pourvues par le PPACI. Mais comme je le disais, les grandes figures du PPACI, celles-là même qui sont connues et qui font l'actualité du PPACI, sont toutes sur les listes au niveau régional. Et puis comme on aurait pu le supputer depuis quelques jours, il fallait s'y attendre. On ne note que la présence d'une seule femme. Pour ce qui est des candidats au niveau régional, je crois que c'est la candidate dans la région du Nzi Komwe, voilà, qui est juste l'unique femme sur cette liste-là. Tout comme si les uns et les autres s'étaient téléphonés. On a enregistré une femme de l'autre côté, on a enregistré une femme de ce côté. Ben, ainsi va la politique nos cieux. Alain Toussaint, on va peut-être finalement vous décerner le titre de prophète, parce que vous évoquiez il y a quelques jours la possible, le possible scénario, la possible similitude. Eh bien, ça n'a pas loupé. Oui, comme dirait le chanteur, où sont les femmes? Voilà, je pense que la publication de la liste du PPACI montre que, évidemment, ces partis ont le même ADN. Ce sont d'abord des organisations dirigées par des hommes qui comptent sur des femmes, mais comme force d'appoint. On l'a déjà évoqué hier dans notre émission à propos du quota, etc. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de les inciter davantage à appliquer des lois qu'ils ont eux-mêmes promues et votées. Et c'est bien dommage qu'un parti aussi de gauche, quand même, le PPACI, s'illustre de cette façon-là, en donnant une place quasi inexistante aux femmes dans ces élections. Justifie ça, Daouda? Bon, pour moi, je pense que la chose est claire. Qu'on le veuille ou non, même si la loi dit qu'il faut qu'il y ait un quota de 30% de femmes, si, qu'on le veuille ou non, ça nous ramène en fait à ce que l'ex-première dame, Mme Simone Yves Gbagbo, avait dit, les femmes, est-ce qu'elles s'intéressent vraiment à la politique? Ça aussi, c'est un fait. Mais j'aimerais revenir sur la liste du PPACI, parce que ça me ramène à des propos de M. Kone Katina, qui disait qu'en son temps que le RHGP serait un parti sectaire, mais quand on voit la réponse du ministre Mamadou Touré qui disait que non, le RHGP n'est pas un parti sectaire, parce que finalement, la question que moi, ça me pose,
Sur 31 régions, vous n'arrivez qu'à pourvoir que 22 et le reste des régions. Pourtant, l'adversaire qui est en face de vous a pourvu toutes les régions. Donc, moi, ça me pose véritablement une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser des questions sur ça, finalement, pour savoir si vous n'arrivez pas à faire le tour de toutes les régions? Pourquoi est-ce que le PPACI n'arrive pas à pourvoir toutes les régions? Non, mais le 22. là, je pense qu'il faut être aussi pragmatique. Ce parti est né en septembre 2021. Ça fait à peine 1 an et demi qu'il est sur la scène. Et puis, il a essayé d'évaluer ses capacités de gagner. On ne met pas des candidats parce qu'il faut en mettre. D'autant qu'une élection, une candidature coûte de l'argent. Il faut trouver les ressources humaines. Il faut trouver les hommes, les femmes pour aller faire la campagne. On n'a pas la cartographie, on n'a pas regardé, mais je pense qu'il y a certainement dans les 9 régions marquantes, quelques-unes du Nord, où ce parti qui est nouveau a certainement un problème d'implantation. Peut-être que plus tard, on verra. Ce que je m'apprête à dire à propos de plus tard, c'est qu'ils ont encore le temps. Cette liste-là peut ne pas être une liste définitive. Exactement. Non, moi, c'est vrai que ce que vous dites, ça s'entend, mais je veux dire, quand on sait que le PPACI, qui est l'enveloppe, la vraie enveloppe assez remplie, garnie, vient du FPI, je pense que c'est la même base. Donc, dire que c'est un nouveau parti, franchement, c'est un nouveau parti avec les mêmes personnes, avec les mêmes méthodes. Ça, Daouda, mais si, je peux le dire. Non, mais il y a des... mais il n'est pas ressorti du FPI sans avoir laissé des personnes au FPI. Oui, mais c'est pas moi qui ai dit qu'on va laisser l'enveloppe vide. Mais ça ne veut pas... L'enveloppe, là, ne veut pas expliquer mais est-ce quand même que le fait qu'ils ont laissé l'enveloppe vide, aujourd'hui, on a une enveloppe pleine. Et avec l'enveloppe pleine, on n'arrive pas à pouvoir 31 régions. Bon, là, pour l'instant, on n'a pas la liste du FPI. Donc, on ne sait pas si cette enveloppe est pleine ou pas. Après, on va discuter sur les enveloppes. Sarah, je vous écoute. Oui, moi j'ai toujours un petit peu de mal quand j'entends mon collègue Daouda dire que le problème est peut-être lié au fait qu'il n'y a pas assez de femmes intéressées par la politique. Je ne pense pas. Regardons ne serait-ce qu'un petit peu au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. On voit des femmes s'impliquer de plus en plus dans la politique, partout dans le monde. Et même, on a connu des femmes politiques très très fortes. Je ne peux pas m'empêcher de penser à une Angela Merkel, par exemple. Non, je pense que le problème, il n'est pas lié à la motivation des femmes, mais aux possibilités, aux options et aux outils qu'on leur donne. Donc je peux pas juste laisser dire ce soir que les femmes ne s'intéressent pas assez à la politique. Très bien. Ce n'est pas vrai. Sarah, mais ça va, Daouda. Ça, on connaît votre position là. Non, mais je connais. Ça fait 2 jours que ça dure. Non, ce que je veux dire à Sarah, si on me permet, c'est que pour moi, je veux dire, prenons le cas de façon claire sur le terrain en Côte d'Ivoire et envoyons ça sur le côté sociologique. Tu organises une activité peut-être avec des élans politiques. On cherche des femmes pour venir débattre sur la question. On n'en trouve pas. Ah non. Non, si. Ah non. Si. Pour en trouver, c'est tout un problème. Parce qu'il ne suffit pas de dire mettons les femmes en avant. Mais finalement, quand on les met en avant et qu'elles-mêmes, elles ne veulent pas prendre leur destin en main, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que pourquoi on veut se voiler la face sur le fait qu'aujourd'hui, elles-mêmes ne veulent pas se mettre en avant? Parce qu'on a une question de... C'est un jeu de pouvoir. Ce pouvoir-là, personne ne doit donner ce pouvoir aux femmes. Il faut qu'elles prennent ce pouvoir. Si elles ne le prennent pas, quelqu'un va prendre à leur place. Certains pourront comprendre et entendre votre argument selon lequel il n'y en a pas beaucoup qui se soient ou qui s'intéressent à la politique, mais dites pas que celles qui sont là ne veulent pas en faire. Non, certaines veulent en faire, mais la majorité. Je parle de la majorité. Et dans l'instant qu'on parle de majorité, ce n'est pas parce qu'une, 2 personnes veulent qu'on voit des têtes sorties de ça et là que ça veut dire que toutes les femmes veulent. Parce que finalement, on a l'impression que oui, il y a une similitude entre ce que le RHDP et le PPACI ont fait. Mais finalement, ils n'ont pas atteint le quota des 2 parties. Faut-il les jeter aux orties? Non. Il faut avancer. J'ai Alain et Élisée sur les femmes. Ouais, c'est ça. Oui, allez-y. Moi, je pense qu'on va revenir sur la sempiternelle polémique de les femmes ne veulent pas, les femmes veulent. Daouda, je répète et je dis, personne n'avait un pistolet sous la tempe assis à l'hémicycle pour voter la loi selon laquelle on devait permettre à 30% de femmes de faire partie du quota politique. Quand ils votaient cette loi, c'est des hommes qui l'ont votée. Aujourd'hui, on connaît la configuration du Parlement. Elle n'est pas à majorité constituée de femmes. Quand on votait cette loi-là, personne n'avait un pistolet sous la tempe. Et je dis, c'est ça notre problème en fait en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas voter des lois et puis quand il s'agit de les mettre en application, on se souvient tout de suite que nous, on a oublié. Mais ce n'est pas possible. C'est une loi qui est votée dès l'instant que c'est... Mais attends, quel exemple on veut donner? C'est-à-dire, quel message on veut donc donner? C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit des lois juste pour le fun ou bien pour le plaisir, ou bien pour faire plaisir peut-être à des bailleurs, et puis après, on tourne le dos et on fait ce qu'on a envie de faire. C'est une loi. Dès l'instant que c'est une loi, on doit se donner les moyens, nous, en tant que
comment on appelle ça, les régulateurs de la vie politique, de la vie de la nation, se donner les moyens de faire appliquer cette loi. Ce qui est logique. Bon, je ne vais pas faire le débat du sexe des femmes. On ne va même pas le faire. Vraiment, voilà. On connaît votre argument. Donc, Voilà. pour moi, je veux dire, le quota n'est pas atteint. Essayons d'avancer avec ce qui est là. parce que- Mais, une chose est certaine aujourd'hui, comment va se passer ces élections pour le 2 septembre? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, allez, on est sorti de la forme. Allons-y dans le fond. On va regarder un peu les listes concernant les régionales et les municipales. On a la liste du RHDP, on a la liste du PPACI. Allez, on va croiser un peu les listes. Il y a des grands noms qui se retrouvent. Oui, oui. Déjà, je vois dans le Moronou la Awa candidature Domelo. du PPACI Awa Domelo, qui sera donc face à son ancien partenaire, Afi Nguessan, Pascal, et puis le candidat du RHDP. Donc ça promet quand même une élection du choc. tonnerre, quoi. Voilà, une belle confrontation démocratique. Si justement vous deviez en parler un tout petit peu, parler moins des profils des deux. Awa Domelo, cadre du PPACI, son implantation, sa cote, à côté de Pascal Afi Nguessan. Dites-moi un peu. Bon, disons que là, les différents candidats du PPACI vont aux élections avec la vignette Laurent Gbagbo sur la poitrine. Comme Macaron, hein. Voilà, comme Macaron. Et donc, ces candidats-là iront pour tirer profit de la notoriété, de l'image de Laurent Gbagbo. Parce que M. Domelo a quand même été absent du pays un peu plus d'une décennie, lorsque Pascal Afi Nguessan faisait vivre le FPI, et c'est ainsi qu'il a été élu dans cette région comme président du Conseil. Donc, je pense qu'un léger avantage peut être donné à Afi sur ce projet. Quand je regarde la liste des candidats au conseil régional, notamment la liste du RHDP et puis la liste du PPACI, on voit tout de suite de belles employades à l'horizon. Hein. Quand on prend par exemple la région de la Mé, le candidat du RHDP, c'est le premier ministre chef du gouvernement, Patrick Hachi, qui sera donc face à M. Léon Moné Emmanuel, ancien ministre aussi au temps du régime de Laurent Gbagbo, et qui reste aussi un calibre. Quand on prend par exemple le Haut-Sassandra avec Stéphane Kipré, voilà, qui est l'une des personnalités du PPACI aujourd'hui, face à Mamadou Touré, voilà un jeune loup dans l'angle aussi au niveau du RHDP, on sent vraiment de bonnes emplois. Quand on prend le Gontougo par exemple, on a Kwame Yeboah, qui est aussi un nom important quand même dans la région. Il sera face à celui qu'on appelle l'éléphant du Zanzan. Voilà, l'éléphant du Gontougo, le ministre Adjoumani. Donc, on voit vraiment qu'il y aura de belles empoignades dans l'horizon. Dans le Gord, voilà, Danon Didier face à Sébastien... face à M. Joachim Bagnon. Voilà, Didier Bagnon. Didier Bagnon, pardon. Danon Didier face à Didier Bagnon. Donc, on voit qu'il y aura vraiment de chaudes empoignades dans l'horizon. Mais tout ça, c'est de bon augure. Daouda, je prenais la parole pour vous la donner. Est-ce que vous avez l'impression que les partis politiques ont un tout petit peu étudié la configuration des partis en face, en se disant, en face, qui est-ce qu'on met en face qui? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes la configuration, je pense que chez le RHGP, c'est les ministres qui sont en fonction. Au PPACI, c'est des ministres qui ont été... C'est des ex-ministres, des anciens cadres du FPI d'alors sous le régime Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, comme je le disais il y a 3 jours, c'est une bataille des territoires pour 2025. Parce que l'élection présidentielle, c'est pour maintenant. Finalement, quand il y aura les élections, ça va démontrer la configuration politique de 2025. Parce que finalement, il faut pouvoir travailler sur la jeunesse, il faut pouvoir travailler sur l'électorat. Donc, si tu as perdu ton élection, tu as perdu des sièges en ce moment, on sait plus ou moins qu'en 2025, comment les choses vont se comporter. Donc finalement, chaque QG va mettre les personnes les plus importantes, les personnes les plus à même de gagner ce territoire-là pour le parti. Alors, et puis il y a une surprise, je regarde, à Guy Bérois. Guy Bérois, c'est peut-être au municipal, peut-être. Au municipal, oui. Oui, il y a... Alors, il y a le maire sortant, par exemple. Ah non, à Ouragayo. À Ouragayo, pardon. Oui, pourquoi je dis Guy Bérois. Bérois? Parler des municipales, alors. Oui, le maire sortant qui jouit quand même d'un bon bilan n'a malheureusement pas été retenu, M. Anthony Garou. Voilà, je pense qu'il a quand même transformé sur la liste du PPACI. Voilà, ça, c'est surprenant quand même. Hein. C'est surprenant, d'autant qu'il a transformé sa localité. Mais il est sur les municipales ou c'est le régional? Nulle part. Il a été carrément dégagé. Écarté. Et ce que j'ai apprécié chez ce maire de l'opposition,
c'était sa capacité à pouvoir dialoguer avec les autorités. Parce qu'on peut être élu local, d'opposition, et pas condamné à être un perpétuel opposant. Est-ce que c'est parce qu'il lui a valu d'être écarté? Je ne sais pas, mais je sais que quand on va à Ouragayo aujourd'hui, quand même, la ville a fait, enfin, cette localité a fait allure. Donc, je suis un peu surpris que M. Anthony Garou n'ait pas été retenu. En tout cas, effectivement, sur le cas de Ouragayo, tout comme Alain, hein, nous sommes nombreux à quand même être surpris parce que M. Anthony, comme il le dit si bien, quand même, pour ceux qui sont allés à Ouragayo il y a quelques années en arrière et maintenant, on sent quand même que quelque chose a bougé dans la commune. Mais en plus, c'est quelqu'un qui, depuis lors, est resté, je dirais, constant à ses convictions. Bien sûr. Voilà, et même à plusieurs reprises, il a été invité même à prendre la parole, mais chaque fois, il a dit non, qu'il se soumettait à la discipline du parti. Ouais. On est un peu surpris qu'aujourd'hui... Ah, parce que la vérité, c'est que souvent, il devait être sur le plateau. Voilà, et à la dernière minute, le parti il a dit non, vous ne venez pas parler sur le plateau. Il est resté constant dans la discipline du parti. Et on se rappelle aussi que les élections de 2018, les législatives n'ont pas été des législatives assez faciles. Hein. Mais quand même, on a vu comment il a bataillé et il a eu vraiment le suffrage de ces populations qui lui vouent quand même un certain respect, une certaine on ne sait pas les raisons pour lesquelles. On sait pas trop. C'est ce que je dis, on ne sait pas trop. C'est juste une surprise. C'est sa décision personnelle, on ne sait pas. Peut-être, mais vraiment, ça reste une surprise quand même pour nous qui avons plus ou moins vu un peu comment la ville se porte depuis quelques années quand même. C'est un peu une surprise. En fait, aujourd'hui, on a vu la liste du PPACI, on a vu la liste du RAGP. J'ose espérer que le parti soixantenaire, le parti le PDCI RDA va au moins nous montrer une surprise en ayant le quota de femmes tant recherché par M. Alain Toussaint et Élisée Boulbé et Sarah. Non, pas la Constitution ivoirienne, attention. Voilà. C'est la Constitution. Non, je préfère mettre ça sur eux, mais sinon je sais que c'est la Constitution. Mais ce n'est pas une loi coercitive. C'est pas une loi coercitive, mais j'avoue, j'ose espérer que le plus vieux parti va montrer la voie aux jeunes partis qui sont là actuellement. Au sujet du nombre de candidats du PPACI, il me revient comme ça l'idée. S'ils n'ont pas de candidats dans 9 autres régions, c'est peut-être dans la perspective d'aider le PDCI. Des alliances avec le PDCI. Oui, ça, c'est pas faux. Ils ont décidé de ne pas se présenter là où le PDCI avait plus de chances de l'emporter. En tout cas, on regarde les listes, on peut être sûr qu'on aura une très belle campagne. En tout cas, on regarde. Il y aura de belles empoignades. Et puis dans la paix quand même. Dans la paix. À Yamoussoukro, à Boaké. Les belles empoignades dans le Cavali. Dans le Cavali. Avec la ministre Anne Loto et puis le ministre Hubert Oulaye. Bizarrement, M. Hubert Oulaye a été ministre de la fonction publique. Anne Loto est ministre de la fonction publique. C'est deux fonctionnaires qui s'empoignent. On parlait du public là. Avec plaisir, nous sommes très heureux de recevoir sur le plateau pour la suite Madame Eliane Annick Djobi. Elle est promotrice du Salon des Affaires, qui est sa 5e édition, qui se déroulera ce salon-là ce samedi 22 avril à l'hôtel Atlantis de Biétry en zone 4. On en parle sur notre plateau et il sera question de la mise en valeur donc, entre entrepreneurs ivoiriens et ceux de l'Europe. Madame Eliane Annick Djobi, bonsoir, merci d'être avec nous sur notre plateau. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. J'ai envie de dire, d'où vient l'idée de mettre en place un salon des affaires? Ça part de quoi? Donc, le fait de mettre en place un salon des affaires, oui. J'ai plutôt pensé à promouvoir en fait les cultures d'ici et d'ailleurs, les entrepreneurs, et puis faire connaître un peu les compétences des uns et des autres. Et tout ça autour d'une activité un peu festive. D'accord. Donc le monde des affaires. Nous sommes à la 5e édition. Oui. Comment sont déroulées les 4 premières éditions? Voilà, 4e, on va prendre la dernière édition. Un petit bilan? Je dirais, ça évolue. Okay. Et on a des innovations, du coup, dans ces salons. Donc, je ne sais pas si je regarde... Oh, allez-y, vous regardez votre caméra. D'accord. Voilà. Donc, on a des innovations. On permet aussi aux femmes de participer, d'où le thème l'autonomisation de la femme. Donc, le 4e salon qui s'est passé au Burundi, avec la participation de l'accompagnement surtout de la première dame du Burundi et quelques ministères. Ça nous a permis du coup de penser à l'évolution de la femme, et à la jeunesse également, et surtout à tout ce qui est innovation pour la jeunesse par rapport à leurs projets. Voilà. Très bien. Ça va ? Oui, est-ce que ce salon, ce n'est pas un petit peu une sorte de plateforme pour connecter des entrepreneurs, entrepreneuses plutôt ivoiriennes avec des investisseurs
internationaux. Exactement, vous touchez en plein cœur, voilà, l'objectif de ce salon. C'est de permettre à la jeunesse, aux entrepreneurs, d'avoir accès au monde de l'investisseur, des investisseurs en fait. Donc, comme je suis aussi représentante de un certain groupe d'investisseurs, Ok. donc voilà, c'est un peu une plateforme, un lobbying également. Voilà. J'ai envie tout de suite, pardon, de rebondir et vous demander quels sont les critères principaux quand on est entrepreneur pour pouvoir participer à ce salon et justement avoir une chance de Il n'y a lever des financements. pas de critères proprement dits. Vous venez, on a un comité, donc vous vous inscrivez auprès du comité et vous êtes acteur. Mais Voilà. moi, ce que je veux savoir pour ce salon, pourquoi est-ce que les entrepreneurs devraient payer pour y participer? Parce qu'on voit beaucoup de salons, de l'entrepreneuriat, de ceci. Bon, il n'y a rien à payer. Les gens viennent, ils apprennent, il y a une mise en contact, tout et tout. Mais pour ce salon spécifique, il faut payer quelque chose. Là, tu as Pourquoi? des investisseurs, Daouda. Oui, mais les autres aussi, il n'y a pas que... Il y a pas, Ouais, mais donc, il y a- quand vous dites que vous avez beaucoup de salons qui ne payent pas, il y en a beaucoup, on paye. Hein. Oui, mais je veux dire, mais pourquoi payer pour Oui, ça? celui-ci. La particularité pour ce salon, la 5e édition, c'est gratuit, de 10h jusqu'à 18h. Et là, les personnes qui seront présentes vont recevoir des enseignements. Donc, le ministère de la Santé publique voilà, va organiser une conférence en direction des petites filles, les grossesses précoces en milieu scolaire. Donc déjà, ça c'est gratuit. Aussi, il y aura du B2B. Tout ça, c'est gratuit en fait. Et c'est le soir que c'est quand même payant. Et tu payes juste 20 000 francs pour, qui sait, avoir un investisseur qui va peut-être financer ton projet à des millions en fait. Puisque je tiens à signaler que le soir, on aura une projection avec un investisseur qui sera depuis... je ne vais pas faire de publicité. Voilà. Bon, je vais juste répondre à Daouda, et oui, parce que la dame aussi, elle a besoin, elle paye la salle, elle paye la sonneur, elle paye les prestataires. Ben oui. Donc à un moment donné, elle organise un cadre pour que les gens se rencontrent. Ouais. Voilà, bon, elle n'a je pas vais toujours le prendre ça soutien. comme ça. Elle n'a pas toujours le soutien qu'il faut. Exactement. Élisée? Bon, là, vous êtes à la 5e édition. C'est vrai Oui. qu'il y a eu 4 éditions avant. Je Oui. suis bien intéressé d'avoir l'impact en fait, de ce salon sur la vie même des entrepreneurs. Aujourd'hui, quel bilan vous faites? Est-ce que vous pensez que ce salon, après les 4 éditions, ont permis à des entrepreneurs de voir leurs activités croître, avancer, si tel, dans quelle proportion? OK. Je dirais que oui, parce que je vois quand même l'évolution de certains qui viennent à ce salon, qui participent et après qui ont des contacts. C'est du réseautage en fait. Du coup, j'ai quand même des exemples palpables. Et comme on est encore à la télé, je ne vais pas faire de la pub pour certaines structures, mais ces structures ont quand même eu des contrats après. Et il y a des personnes qui se sont fait des contacts, professionnels surtout. Donc c'est un peu ça, moi, mon but. Très bien. Maintenant, cette année, la partie de l'innovation surtout, je fais intervenir aussi des ONG. Là, on se rend compte, ou du moins, on lit que c'est un pont que vous voulez créer entre les investisseurs Exactement. européens Oui. et ivoiriens. Pas que ivoirien, parce que le Africain. salon... Ouais, africain. OK, d'accord. OK, donc, pas mais que pourquoi européen, juste européen américain et puis on ne l'a pas aussi. ouvert peut-être aux autres continents? Non. Mais elle le dit justement. si vous Aussi, écoutez la fin de la Ah, phrase. OK, d'accord. On parle. Américain également. Ah, d'accord, OK. On aura même un prochain salon à Dallas, Aux États-Unis. aux États-Unis, pardon. Très bien. Voilà. Alain? Alors, moi, c'est sur le thème de la conférence publique autour de la grossesse en milieu scolaire. Quel type d'accompagnement vous apporte le ministère de la Santé? Est-ce qu'il y a des spécialistes qui interviennent, des médecins, des psychologues? Comment vous avez géré cette relation avec le ministère? Ok, justement, cette relation s'est faite de façon professionnelle. Il y aura des professeurs agrégés, en fait, des docteurs. Donc, le docteur Koné qui va donner la conférence. Donc, j'étais hier au ministère de la Santé et j'ai fait une réunion avec l'ensemble des docteurs femmes qui étaient avec moi. Donc, nous avons tout bouclé et elles seront
présente samedi. Alors pourquoi Et le soutien, logistique aussi. Voilà, ce thème, on parle de salon des affaires et puis là, on vient sur un sujet sociétal qui est un sujet très important d'ailleurs, qui affecte les jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? J'ai choisi ce thème, on m'avait donné plusieurs, mais j'ai choisi ça parce que le but du salon aussi, c'est de la solidarité participative. Et ça, en fait, j'ai trois thèmes en fait, culturels, donc par les défilés de mode le soir, social, par les conférences, et puis économique, par les expositions-ventes des entrepreneurs et des entreprises qui organisent aussi le B2B. C'est un nouveau concept en fait que j'essaie de mettre en place. Oui. Et Mais est-ce que ça fait tourner pas un peu trop? partie. Ça ne fait pas un peu trop parce que je me dis que quand un président, il est le président de la République par exemple, il dirige beaucoup de ministères. Donc ça ne fait pas trop non plus pour le président. Non, Donc un chef d'entreprise, pareil, tu as plusieurs secteurs, tu as plusieurs domaines. Donc ça ne fait pas trop, il faut juste de l'organisation et de la méthodologie. Très très bien. En tout cas, cette 5e édition du Salon des Affaires, le Salon d'affaires, c'est pour ce samedi 22 avril 2023 à l'Hôtel Atlantis, à Biétry, zone 4, que vous connaissez bien ça. Oui, on est invité du coup. Bien Bah oui, sûr, forcément, Merci. forcément. il faut payer, Vous c'est attendez 20 000. Le les soir. tickets sont à la FNAC, Voilà, les tickets sont sur la FNAC. D'accord. Cap Nord, Cap Sud. En tout cas, nous tenions à vous recevoir donc sur ce plateau pour soutenir cette initiative. Vous êtes une femme, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous avez dit le précédent salon s'était déroulé hors de Côte d'Ivoire. Oui. Donc vous avez décidé de faire revenir en Côte d'Ivoire. Et le premier salon s'est réalisé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et j'ai eu le soutien, j'ai toujours le soutien du Fonds de développement touristique de Côte d'Ivoire. Très très bien. Et je tiens à remercier, Ok. voilà, qui ont cru en moi Bravo. et mes partenaires aussi. En tout cas, on sera tous là pour vous soutenir, pour vous accompagner dans cette Merci. belle initiative. Merci. Et puis, c'est un appel donc aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, aux investisseurs, mais également aux personnes, aux hommes d'affaires, en tout cas au grand public. Voilà, vous avez parlé du volet réseautage, il y a aussi de l'information, il y a de la sensibilisation, et puis il y a des couleurs. Il y aura un cocktail, il y aura... Exactement. Et surtout de beaux vêtements, Très bien. parce que j'ai de bons partenaires qui vont tenir des stands. On a Kaoti Mall, le bazar. Et moi-même, la surprise, c'est que je fais de la cosmétique aussi. Très bien. Voilà. Mais bon, Le naturel. lieu, c'est à l'hôtel Atlantis, en zone 4 à Biétry. Très très bien. Merci à nouveau, Madame Eliane Annick Djobi. On va retrouver notre JT et juste derrière, nous serons en compagnie de notre invitée, Chantal Reine Cadio, la promotrice de Abidjan Ciné Scratch Festival. On en parle juste après le JT. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT. Et nous a rejoint la magnifique Chantal Reine Cadio, promotrice de Abidjan Ciné Scratch. Je prononce bien, j'ai toujours du mal à faire Scratch. Bonjour Reine Cadio, comment ça va? Bonjour, ça va bien, Ça va merci. très, très bien. Merci, on va très très bien. Alors, on présente l'événement à nos téléspectateurs. Le Abidjan Ciné Scratch, qu'est-ce que c'est? Abidjan Ciné Scratch est un festival qui est à caractère social et qui a été organisé pour aider le maximum de jeunes dames à entrer dans la vie active. Et cela, nous le faisons à travers des formations et plusieurs activités, mais dans le domaine de l'art, à savoir le cinéma, l'image animée, la peinture, la photographie et bien d'autres. Nous sommes à la 2e édition du festival. Très très bien. On a su que la première édition, vous avez bataillé pour déjà faire passer l'idée. C'était un tout nouveau festival. Là, on voit les images, mais vous avez quand même drainé du monde. Il s'est plutôt bien déroulé la première édition du festival. Oui, La effectivement. phrase était bizarre comme celle-là. C'était bien. Le bilan était positif. Et ce qu'on est en train d'espérer, c'est que la 2e édition soit meilleure que l'ancienne. Maintenant, pourquoi est-ce dédié ce festival à la gente féminine, spécifiquement? Alors, ce festival répond à un certain besoin. Nous avons remarqué que généralement, pour tout ce qui est métier technique du cinéma ou de la photographie, certes, j'ai vu une réalisatrice ici, mais sur les plateaux... Il y avait une caméra là-bas aussi. Oui, Elle s'est effectivement. déplacée, oui. Mais c'est assez rare. Et nous disons, si les hommes sont là et ils sont en train de se fondre et nous aider dans la tâche, il est impératif que nous aussi, on essaie de s'y mettre.
ce n'est pas juste qu'on soit juste en train de faire les belles à la télévision, nous sommes capables de beaucoup de choses. Avant qu'on ne nous pose la question, ce n'est pas du féminisme. C'est juste parce que certaines personnes ont des capacités et ne le sentent pas forcément, ou certaines personnes peuvent réussir dans un certain domaine et n'ont pas connaissance de cela. Donc nous, on essaie de les inciter à faire ci et ça dans tout ce qui est métier technique, mais aussi on met les moyens à disposition. Mais durant ce festival, il sera meublé par quoi à l'endroit des femmes? Les activités qui vont meubler ce festival? Ce festival. Alors déjà, nous avons fini hier à peine la session de formation. Donc nous avons eu des formations en cinéma avec différents modules. Nous avons également eu des formations en photographie. Mais cela va se solder par la sélection de 2 jeunes photographes, dames, à qui on va offrir des studios photos sur le site et qui pourraient faire des photos en s'exerçant à nos différents visiteurs. Hormis cela, allez-y, terminez. nous avons également 3 réalisatrices que nous allons sélectionner parmi les jeunes dames sélectionnées et qui pourront faire des tournages de films. En réalité, elles ont leur projet et elles sont réalisatrices. Donc nous, on met à disposition du matériel et des coachs particuliers qui vont les accompagner pour la production de leurs différents courts-métrages. Alain? Alors tout à l'heure, vous parliez des actrices, la réalisatrice, peut-être des photographes. Quels autres métiers sont ouverts aux femmes? Pendant le festival? Non, je veux dire de manière générale, les métiers du cinéma. Parce qu'on voit généralement des hommes, les réalisateurs, les producteurs, etc. Est-ce que voilà, les femmes peuvent également emprunter d'autres chemins? Les femmes sont capables de beaucoup de choses. On les retrouve dans tous les domaines? Les femmes sont capables de beaucoup de choses. Dans toute la chaîne cinématographique, les femmes sont attendues et elles peuvent le faire. Et même pour aller loin, lors du festival, nous touchons aussi à l'animation 3D. L'animation 3D, généralement, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment touché. Et nous, on fait une formation à des dames et on permet même après un concours pitch à une dame de repartir avec un pilote d'animation. Donc, on touche à tout ce qui est métier technique, mais vraiment technique, pour ne pas que s'arrêter à ce qu'on a l'habitude de voir et de faire. Très, très bien. Ça me permet de faire un coucou à Zainab, qu'on a ici à Live TV, qui est au niveau du montage. Alors, est-ce que justement, vu que vous évoquez la question des femmes, à cette première édition, vous avez eu un nombre important de femmes que ce concept-là a séduit, pour utiliser une expression connue? Oui, ce festival a séduit beaucoup de femmes, plus d'une femme et aussi, comme je disais, et des hommes. Les femmes se sont inscrites pour toutes les activités, concernant les formations, concernant le kino, concernant la peinture, parce qu'également on a touché également à la peinture. Donc les femmes se sont investies, que ce soit dans le comité d'organisation et tout ce qui a été prévu pour elles. Mais aujourd'hui, quels sont les défis auxquels vous vous êtes confrontés durant tout ce parcours? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attendez réellement de potentiels partenaires dans ce festival? Tout d'abord, par rapport aux défis, ce qu'on espère, c'est que les femmes puissent saisir ces différentes opportunités-là et surtout savoir qu'il faut apprendre. Il y a un certain processus pour arriver au niveau que l'on souhaite avoir et sans la formation, cela n'est rien. Il est souvent question de rencontrer des dames qui ont envie de réussir mais qui n'ont pas forcément connaissance comment je vais dire, de la route ou un peu du chemin un peu caillouteux qui les attend. Et on a tendance à croire que c'est tout le temps facile, direct. Donc il y a des sacrifices à faire, il y a de la concentration, il y a des efforts et tout ça. Et on a des dames qui, jusque-là, nous prouvent qu'elles sont avec nous. Et aussi, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on attend des partenaires? On attend que les partenaires puissent nous accompagner, nous aider, parce que déjà, l'accès au festival est gratuit et toutes ces formations et tout ce que nous offrons à ces différentes lauréates-là est également gratuit. Donc nous, d'une part, nous supportons les charges. Donc si on a 1, 2, 3 partenaires, c'est vrai, ils vont nous accompagner, mais aussi plus on aura des partenaires, plus ça va nous permettre d'aller directement à concrétiser en fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc, je vais compléter la question, mais de façon précise. Est-ce que vous avez un soutien de l'État? Première question. Et deuxième question, quand on dit festival, on entend aussi festival cinéma, compétition entre des films. Est-ce que vous avez des films qui vont, à l'issue des 3 journées, recevoir des palmes?
Et si oui, quels sont ces films, etc. Et où peut-on le voir après? D'accord. Ça fait beaucoup, mais je pense que vous avez une bonne mémoire. D'accord, je vais essayer. Alors, pour ce qui est des institutions, je pense que vous avez demandé si on avait le soutien Oui, de est-ce que le l'État. ministère de la Culture, Oui. par exemple, vous On aide? a le ministère de la Culture avec nous, Très bien. qui nous accompagne depuis la première édition. Et là, je pense qu'on a été C'est un reçu appui par... dit institutionnel. Oui, Et financier, on espère aussi. Financier? on espère. Ah, on espère, bon. On espère, on a toujours. Dites, parce qu'elle regarde, hein, la ministre regarde l'émission, hein, Françoise. Non, pour l'instant, c'est Institutionnel. c'est institutionnel. Voilà, c'est oui, la façon de c'est dire. institutionnel. On vous soutient, Donc, on vous regarde. On vous attend. Une petite question. Et également, je pense que la deuxième question, C'est c'était... sur les films en compétition, s'il y a Ok. compétition. Et où est-ce qu'on peut les voir après? Ok. En fait, pour ce festival-là particulièrement, nous ne mettons pas de films en compétition. J'explique pourquoi. Lors de la première édition, nous avons permis à des dames de réaliser leurs projets. Et elles l'ont fait sous la coupole de certains coachs. Ce sont des réalisateurs qui ont de l'expérience et qui sont connus et tout ça. Donc, on ne peut pas venir mettre des coachs en compétition sur des réalisatrices, tant bien même que c'est eux qui ont orienté les différents tournages. Donc, ce qu'on a fait, on a permis à ces jeunes dames-là de réaliser leurs projets et après, on a permis à ces films-là de compétir à des festivals à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez. Et donc, on va également faire cela pour la deuxième édition. On permettra à 3 jeunes dames de repartir avec leurs projets qu'elles pourront réaliser en court-métrage. Elles seront sous la coupole de certains coachs qui ont déjà de l'expérience. Et je pense que pour ma part, c'est un peu déplacé de mettre des réalisateurs, même s'ils sont juste coachs en compétition. Donc, elles vont réaliser leurs films. Et puis après cela, nous, on va leur permettre en fait, de compétir à l'international et sur le territoire. Pour les projections, nous sommes en train de parler avec les différentes chaînes pour faire une compile de courts-métrages qu'on pourrait diffuser. Donc on a évidemment Live TV. Ah, mais c'est le monde, très bien. Voilà. On est impatient de voir ça. Voilà, qui a validé déjà trois de nos courts-métrages. Et pour cette année, quand on aura les deux, en fait, on va pouvoir compiler. On a le Majestic également qui veut diffuser. Très bien. Ça va? Oui, donc si je comprends bien, ce festival, il vient répondre à des besoins concrets. Il a pour objectif de former aussi certaines personnes à certains métiers. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une vocation peut-être d'informer un peu plus la jeunesse, les femmes sur les métiers, en fait, tout simplement, qui existent dans le secteur du cinéma? Il y a des métiers qu'on n'a pas forcément idée, en fait. Et est-ce que ce festival, il n'est pas aussi fait pour voilà, donner des informations sur les différents métiers qui existent dans le monde du cinéma et créer des vocations, peut-être? D'accord. Le festival a été créé, certes, pour répondre à un certain besoin, mais dans le besoin se situe également l'information sur tous les secteurs de métier. Là, tout à l'heure, je pense que monsieur avait demandé si, à part la production et la réalisation, il y avait certains métiers où les femmes... Bon, il y avait certains métiers que les femmes pourraient éventuellement exercer. Pour ma part, je pense que oui, ça répond à la question parce que même par rapport aux formations, on a eu 7 jours de formation et on a eu différents modules. On a eu une session de pitch, on a eu la direction artistique, on a eu comment gérer pour avoir un bon distributeur. Donc, dans ces cours-là, il y a certaines femmes qui vont se dire que moi, je vais être directrice d'exploitation, par exemple. On a également touché tant bien que mal au montage et tout ça. Donc, il y a en quelque sorte un appel, c'est vrai, pour participation. Mais dans la pratique, on essaie de toucher à tous ces différents corps de métier-là. Parce que même celles qui n'ont pas été sélectionnées pour les différents films vont s'intégrer dans les différentes équipes de tournage et ça permettra à chacune de savoir un peu plus sur les différents corps de métier. Aujourd'hui, est-ce que c'est après la première édition, est-ce que vous avez eu un suivi, évaluation pour voir aujourd'hui où sont vos jeunes filles? Est-ce que leurs projets ont été intégrés? Est-ce qu'elles se sont installées? Est-ce qu'elles ont aujourd'hui un travail à plein temps, tout et tout? D'accord. Pour la première édition, nous avons eu 5 lauréates. Il y a eu 2 qui se sont un peu retirées parce que, bon, pour cause de... Pour convenance personnelle? Maladie de femme. Et puis les 3 autres, elles ont pu compétir. Il y a 2 qui ont compéti à l'international avec leur court-métrage, malheureusement pour nous.
elles n'ont pas été lauréates, mais bon, je pense qu'être sélectionné Une quand belle même, expérience, ouais. voilà, être sélectionné quand même, c'est déjà quelque chose. Et il y a une qui également a son film qui est beaucoup passé et même qui est actuellement sous la coupole et travaille en fait avec son coach réalisateur. Donc l'un dans l'autre, elles se sont intégrées avec leurs différents coachs, mais également elles continuent dans le domaine du cinéma, mis à part leur fonction d'étudiant. Mais est-ce que vous, Oui. en disant qu'on ne veut pas mettre les coachs en compétition, est-ce que vous ne limitez pas votre champ d'action dans la mesure où si les coachs sont en compétition, est-ce qu'ils ne vont pas aider ces projets-là à aller de l'avant puisqu'ils ont le réseau, ils ont le relationnel pour ça? Non, je ne pense pas. Les coachs, quand ils viennent avec l'objectif d'aider. Nous sommes en compétition, mais nous sommes en compétition entre nous, mais pas avec les filles. Si on part dans cet état d'esprit, ça va faire que certains coachs seront obligés de réaliser pour ces jeunes dames-là. Et ça, ce n'est pas l'objectif en fait. L'objectif, c'est de permettre à ces jeunes dames-là d'apprendre. C'est pas un concours de coach. Ouais, ce n'est pas un D'accord. concours de coach en fait. Élisée. Ok, je vous ai entendu, je vous ai écouté et je n'arrive pas encore à percevoir la spécificité de votre festival comparé aux autres en fait. Parce que les masterclass dont vous parlez sont aussi faits dans certains festivals. Le monitoring, tout ce que vous dites, on le sent un peu. Est-ce que vous pouvez nous ressortir un peu ce qui fait la particularité de votre festival comparé par exemple à celui du court-métrage à Abidjan et certains autres en fait? D'accord. Le festival Abidjan Ciné Scratch est particulier de par sa gratuité, Ok. pour une première Parce qu'en chose. sont des femmes. Oui. La deuxième chose, les activités que nous touchons sont particulières et nombreuses, regroupées en un seul festival. On touche et au cinéma, et à la peinture, et à l'animation 2D et 3D. Et on touche également... À la photographie? Voilà. Également, c'est vrai que vous dites qu'il y a des formations, mais je ne me rappelle pas avoir vu un festival qui met en avant tous ces différents modules-là en avant lors d'une seule édition. Vous voyez. Alors Donc, moi, Voilà. je vais juste vous poser une question un peu personnelle, mais professionnelle. Dans la chaîne, à quel niveau vous mettez productrice, réalisatrice, actrice de cinéma? Quelle est votre place dans cet univers? D'accord. J'ai un Master 2 en création et management en cinéma et audiovisuel, option réalisation. Donc j'ai un film, un court-métrage à mon actif, je dirais même 2. Donc ça fait de moi une réalisatrice. Ensuite productrice, parce que lors de la première édition, on a eu à produire 5 courts-métrages. Pour cette édition, on va en produire 3. Donc ça fera 8 courts-métrages, pas au nom de Chantal Reine-Kadjo, mais au nom du festival, qui est à mon actif également. Aussi, je suis actrice parce que je tourne. J'ai commencé même dans le cinéma en tant qu'actrice et même la dernière histoire des coups de la vie, j'y étais en fait. C'est ça. Donc je suis un peu... Toutes les casquettes. Dans toute la chaîne de valeur. Voilà, dans toute la chaîne de valeur. Vous connaissez bien le domaine en tout cas. D'accord. Alors on va rappeler la date de cette deuxième édition du festival Abidjan Ciné Scratch. C'est du 28 au 30 avril prochain au Canal au Bois à Trècheville. Oui. D'accord, un espace ouvert. Donc on aura l'occasion Moi, de j'y voir des projections Merci. de films. Il y a un espace maquis, il y a des prestations d'artistes. En tout cas, on est dans un bel environnement, une belle ambiance. Et puis tout ça entend soutenir, encourager et célébrer les métiers du cinéma et surtout les femmes dans ces domaines-là. Vous avez un point? Le panel. Vous avez un panel? Vous pouvez en parler, je vous promets. Non, je voulais inviter toutes les jeunes dames à assister au panel parce que c'est un thème qui est assez important. Nous allons parler de la structuration du financement. Voilà. Structuration, financement de l'industrie culturelle et créative. Très, très Donc bien. ce serait intéressant qu'elles puissent venir savoir exactement de quoi il est question quand on parle d'industrie culturelle et créative, quels sont les moyens qui sont à notre disposition, quand on parle de structuration, pourquoi être en entreprise, comment y arriver, comment pouvoir se perfectionner et être différente des autres en fait. Donc je pense que ça aussi c'est un panel, point c'est qui est quand? super important. Est-ce que vous avez invité des banquiers? Parce que pour financer, il faut des banques. D'accord. Déjà, on a la confirmation du directeur général de Ecobank qui sera On a là. bien cherché ça, Oui. on l'a bien cherché. Ah Non, oui. mais c'est bien. Mais quand elles soutiennent, il faut les citer. Voilà, c'est important de soutenir la culture. Oui. Voilà, c'est important. Donc, pour ce qui est financement, on a monsieur Paul Harry, Oui, directeur Harry. général de Ecobank, qui sera là. Pour ce qui est structuration,
On va être avec le DG, M. Kadio Morocco, directeur général d'Alliance Conseil, qui viendra pour dire exactement comment ouvrir une entreprise. Également, on va ouvrir, la particularité de ce festival, ce sera d'ouvrir en fait des entreprises et d'accompagner celles aux besoins qui seront là. Donc, Alliance Conseil va se charger de cela. Mais bien avant, on va parler avec toutes ces jeunes dames-là pour leur expliquer la nécessité d'être structurée dans son activité. Et tout Du ça. 28 au 30, le panel se déroule quand? Le panel se déroulera le 28, Le 28, à partir de 15h. À partir de 15h. Oui. Au Canal au Bois. Oui. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau, Chantal Reine Kadiou. Je rappelle, vous êtes promotrice du festival Abidjan Ciné Scratch qui a sa 2e édition. Plein succès à vous. Merci. On y sera. Daouda, il a promis particulièrement. Non, je serai authentique. Dans ses résolutions après Ramadan, eh bien, c'est la première. Je profite pour vous inviter tous. On Le sera Grand là. Talk, Live TV, C'est tout ça. le monde, je vous attends. On sera là, on est Je vous partenaire, donc recevoir. Ouais, je vous recevoir voilà, on y particulièrement. croit depuis le début, donc on sera avec vous. Bon, alors les amis, vous restez avec nous, Chantal Reine Kadiou. On évoque rapidement une situation où vous vous souvenez, donc sur les réseaux, on a vu ces images-là d'un homme à l'aéroport d'Abidjan, eh bien, qui... vous vous en souvenez, Daouda? Oui, je pense qu'on a tous vu la vidéo d'un homme un peu agité à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, qui était très agité, qui disait que ah oui, Fabrice Farognon veut me tuer, la famille fait que c'est, veut m'exorciser, veut faire ceci. Bon, ça a créé une agitation et un tollé généralisé sur les réseaux sociaux. Mais à la surprise, bon, ce n'est pas une surprise parce que finalement, pour ceux qui connaissaient un peu la famille, quand on s'est renseigné, certains disaient qu'il est fou, d'autres disaient qu'il est atteint d'une maladie mentale. Mais bon, ces supputations se sont révélées puisque la famille est passée voir Fabrice Farognon pour présenter officiellement leurs excuses parce qu'ils estiment même un communiqué qui a été produit. Voilà, que l'enfant, le jeune homme était surmené et ils se sont excusés auprès de Fabrice Farognon, auprès de la famille Fekese et aussi auprès de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. N'oubliez pas que tout ce qui est maladie mentale, c'est un sujet tabou. Donc, quel que soit ce que quelqu'un va dire, automatiquement, c'est pris pour argent comptant. Je pense que la famille Topé, pour moi, c'est faire preuve de responsabilité que de prendre ces excuses au nom de leur fils. Voilà. Voilà, donc on voulait en parler. Et, ce communiqué-là, il est sur les réseaux et il est disponible. Voilà, donc c'est sur ces belles paroles responsables, je me dirais, qu'on va se dire merci d'avoir été en notre compagnie. Merci Alain. Merci. Merci Élisée, merci Daouda, merci Sarah, toutes les équipes techniques et éditoriales. On vous souhaite eh bien, de passer de très bons moments sur Live TV. On vous donne rendez-vous lundi sur ce même plateau. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. Enfin lundi.